elle pouvait se permettre, en exposition, à faire pratiquement de l'art abstrait, de plus en plus, ou à faire des évocations qui n'étaient pas seulement du figuratif, je dirais. Pas du figuratif. Alors, ça, c'est important parce que c'est ce qu'on retrouve dans votre ouvrage. Dans le livre. C'est ça qui est magnifique. C'est-à-dire que, pour moi, le plus bel hommage que vous avez rendu à toutes les femmes artistes algériennes, oui. mais à ces 11-là en particulier, mais ça, encore une fois, c'est un choix, hein, oui. bien sûr. C'est ce qu'on appelle le coup de cœur. Mais j'ai parlé des autres aussi. Absolument, vous avez parlé des autres. C'est de dire, mais voilà, attention. C'est de le rattacher à un environnement. Et ce que j'ai voulu dire, c'est qu'en passant des arts traditionnels à un savoir-faire académique, c'est très important parce que c'est là l'acquisition d'un savoir-faire académique est liée éminemment au statut de la femme dans la société. Tout à fait. Voilà. Et donc, c'est là qu'on est passé à un statut supérieur. Donc, je vous ai dit, il y avait toute cette flopée de femmes, il y avait des grands... Des beaux esprits, les beaux esprits de l'époque qui appelaient à l'émancipation de la femme. Qasim Amin disait que le statut de la femme dans une société donnée révèle le degré de civilisation atteint par cette société. Et donc, il disait également que l'islam n'était pas incompatible avec l'éducation des femmes. Et il citait des exemples. C'est comme ça qu'il a convaincu beaucoup de personnes d'esprit conservateur à l'époque. Il a même écrit « Tahrir al-mar'a ». Alors ça, c'est un point important. C'est-à-dire et c'est comme ça qu'elles sont passées. Oui. Donc, il y a eu tout un florilège de femmes, de chroniqueuses, journalistes, des poètes. Il y a eu, je vous ai dit, Bahitat qui était brillante, qui avait la revue Insaniyyat, elle était virulente. Elle s'est même attaquée, elle a demandé une limitation de la polygamie à l'époque, au début du siècle. Vous imaginez un petit peu. Et puis il y en avait d'autres comme Aïcha Taymour, Linda Julie Tahama, la poète Aïcha Taymour, Warda al-Yazidi, dont le père était un des chantres aussi de la Nahda al-Yazidi. Et elles ont toutes, à leur manière, milité pour les droits de la femme. Elles vivaient leurs problèmes aussi. Hein. Elles avaient des problèmes personnels. Et Aïcha, je reprends l'exemple de Aïcha Taymour, qui était poète, qui a même osé, elle a voulu faire de l'exégèse du Coran. C'était en 1920, c'était à l'époque, c'était scandaleux, c'était beaucoup d'esprit, c'était insurgé. Mais disons qu'elles ont tracé la voie. Même chez nous, en Algérie, le Cheikh Abdelhamid Ben Oubadis appelait à l'instruction des filles. À cette époque-là déjà, c'était au début du siècle. C'était inimaginable. Et c'est comme ça que les femmes sont venues progressivement aux belles lettres et donc après... À toutes les formes de créativité. Voilà, à toutes les formes vers l'art. Oui. Alors, et puis, dans ces... Oui parce que ça, c'est un point très important que vous signalez pratiquement à chaque fois, et ce n'est pas gratuit à mon avis, signalé dans les biographies de chacune de ces artistes-là. Vous dites, voilà, tel artiste, et puis après, elle a fait l'école des Beaux-Arts, pour la plupart, en tout cas, hein, peu sont, je dirais, autodidactes, hein, et c'est en Europe, hein, ce n'est qu'au XIXe siècle que les femmes ont eu le droit, et encore avec un quota, à la fin du XIXe et encore avec un quota, hein, elles ont eu le droit, je parle des Beaux-Arts, hein, à pouvoir assister à des cours à des écoles de Beaux-Arts, et ça à travers toute l'Europe. Donc on voit bien comme c'est tardif. Et donc on ne peut pas se construire. Bon, elle avait un socle traditionnel, hein, de créativité, mais ça restait dans la tradition. Hein. Chacune avait, peut-être parce que sa famille ou son père était comme brodeur ou que sais-je, tapissier. Et puis, parce que cette peinture nouvelle, hein, qui va commencer au début du XXe siècle, qui va complètement changer la normativité, hein, de l'art dans le monde, si on ne l'apprend pas
dans des écoles, malheureusement, il faut cette base-là. Il faut cette base-là. Il faut cette base-là pour pouvoir la dépasser. Hein. Comme on dit, il faut bien avoir une base et ingurgiter des choses qui ne sont pas toujours drôles dans n'importe quel domaine, qui ne nous plaisent pas forcément, pour pouvoir, à un moment donné, dépasser cela et pouvoir créer. Vous savez, pour en revenir à la femme en Europe aussi, qui a connu pas mal d'entraves aussi. Énormément. Voilà, je voudrais dire que c'était très difficile, vous venez de l'évoquer, il y avait des académies qui n'admettaient pas de femmes, simplement. Hein. Ouais. Voilà, il fallait que... Et puis après, elles étaient exclues de beaucoup de cours, beaucoup. Donc, elles ne pouvaient pas acquérir la maîtrise parce qu'on les cours de d'anatomie n'acceptaient pas les femmes. Donc leur art s'en ressentait. Elles n'avaient pas de maîtrise. En plus, j'ai évoqué le cas de Berthe Morisot, qui faisait partie, la seule femme des impressionnistes, avec peut-être l'américaine Anne Kazat. Mais vous savez, les femmes à l'époque ne sortaient pas beaucoup en Europe. Non. Donc elles se cantonnaient dans la peinture de paysages, de nature morte. Vous voyez, parce que c'est quand on sort... Tiens, on a le cas de Rosa Bonheur, qui est, elle, fille de peintre, et qui, elle se... Je ne dis pas elle se déguisait, elle s'habillait en homme, carrément, avec le cigare et le chapeau, pour aller dans les champs de course et peindre les chevaux. Mais toutes ne pouvaient pas, d'autres se cantonner dans une peinture sage, de salon, un petit peu. Je voudrais vous poser une question, parce que il y a un autre exemple. On arrive à quelques minutes de la fin de l'émission. Est-ce que vous avez fait une étude, je pense que oui, hein, pour ma part, une étude où vous allez le faire, ce que j'espère, une étude comparative, ou pas comparative, mais pour regarder votre montre, vous vous ennuyez déjà. J'ai quelque chose à dire, j'ai encore beaucoup de choses à dire. Je sais, malheureusement, le temps qui nous est imparti est de 50 et quelques minutes. Est-ce que vous avez vous avez essayé de dresser un tableau de aujourd'hui, les femmes plasticiennes dans le monde arabe et les femmes plasticiennes en Algérie? Est-ce que dans le monde arabe, il y a aussi un foisonnement de plus en plus de femmes créatrices dans les arts plastiques? Il y a un foisonnement magnifique quand on s'intéresse aux femmes arabes. Je suis remontée à la période de la première, Mari Haddad, qui commençait à exposer déjà tout au début du siècle, qui était aussi une pionnière, qui avait un salon. Elle était libanaise, Mari Haddad. Elle avait un salon très, très bien fréquenté et elle était aussi présidente de l'association des artistes du Liban. Après, il y a eu la princesse Fakhrennissa Zeid qui a créé l'Institut royal des Beaux-Arts, l'Institut royal des Beaux-Arts de Amman, en Jordanie, qui était très talentueux. Et il y en a eu beaucoup d'autres. Et j'ai parlé des peintres actuels dans le monde arabe qui sont brillantes, pas seulement au Maghreb, mais j'ai parlé surtout de la palestinienne Mona Hattam, qui a un talent magnifique et qui retrace dans son œuvre, elle, c'est l'art moderne. Elle a été formée dans une université londonienne, une université d'art londonienne, et donc elle pratique la performance, l'installation. Vous savez ce qui m'a beaucoup étonné quand nos téléspectatrices, téléspectateurs qui nous regardent, allez voir sur... Il y a beaucoup de sites Internet sur la créativité des plasticiennes en Iran. En Iran aussi. Où on se fait toujours des idées comme quoi, l'Occident se fait l'idée comme quoi en Iran, il n'y a aucune création artistique. C'est totalement faux. Il faut aller sur des... Et je parle bien en Iran. En Iran, ce n'est pas la communauté iranienne qui est à l'étranger. A même des réalisatrices de cinéma, des peintres. Vous avez la Mécoise Shadia Alam aussi, qui vit et travaille à la Mecque chez elle. Absolument. Et qui fait une œuvre où elle remet en question même le statut de la femme. C'est la quête, c'est la recherche de la femme, de la mémoire. Jamila Fissigandil,
est-ce que vous nous préparez un ouvrage dans ce sens? Là, c'est sur le féminin pictural algérien. Bravo, parce que c'est le seul ouvrage pour le moment qui a été fait, hein, et avec autant d'amour, de poésie et de magnifiques reproductions de 11 artistes algériens. Est-ce que vous allez aller maintenant plus loin et pouvoir travailler sur un ouvrage sur justement la femme arabe créatrice plasticienne et faire un choix, parce que vous n'allez pas parler, bien sûr, mais faire un choix de femmes artistes plasticiennes arabes, ou du monde arabe, ou du monde oriental. Là, vous m'inspirez, hein, Youssef Saïh. Je pense que déjà pour les Algériennes, et les chantiers sont ouverts. Oui. Je me suis dit, c'est un début même pour les autres. Il faut écrire, pas seulement les femmes, mais je pense qu'il y a beaucoup de talent et c'est intéressant d'avoir des profils comme ça, de les découvrir. Et ceci dit, les femmes arabes, je trouve que c'est une piste à creuser aussi. Parce que c'est totalement inconnu. Hein. Je voudrais dire quand aussi... je dis inconnu, ce n'est pas connu, ce n'est pas médiatisé et connu dans le grand public. Hein. C'est un chantier à prospecter. Absolument. Avec beaucoup de recherches, pas seulement dans le Maghreb, mais dans le monde arabe en général. Il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de... peut-être que je vais m'y atteler. Je vous ai dit tout à l'heure que la peinture est pour moi un prétexte pour écrire. Oui. Un très beau prétexte. Et là, c'est... Alors, comme il nous reste 1 ou 2 minutes... Je voudrais profiter quand même, puisqu'il reste quelques minutes, pour dire qu'il y aura une vente dédicace de ce livre le samedi 6 avril à 14h à la librairie du Tiers-Monde, place Émir Abdelkader. Très bien. Alors, votre prochain ouvrage, là, vous avez eu une idée concernant maintenant le féminin pictural du monde arabe, mais est-ce que vous préparez un ouvrage? Il se peut que j'aille vers d'autres pistes, hein, tout à fait, voilà, vers la littérature purement et simplement, voilà, où on est plus libre de... Là, vous sentiez... Mais c'est oui, un travail c'est un travail aussi extraordinaire, parce qu'on sent bien que, encore une fois... Mais je suis comme les peintres, j'ai envie de découvrir toujours des terrains vierges. Il y a beaucoup de terrains friches, comme la couverture est une palette, eh bien, vous avez le droit d'avoir... de choisir d'autres couleurs dans votre palette imaginative. Et puis il y a tellement de sujets autour de nous, passionnants, il y a plein de thèmes quand on veut s'y passionner. Oui, Djamila incontestablement. Merci 1000 fois d'être venue sur le plateau d'Expression Livre. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Féminin pictural à la rencontre de 11 artistes algériennes. C'est paru aux éditions Casbah. Merci 1000 fois encore. C'est moi qui vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Expression Livre. Excellente fin de soirée sur votre chaîne Canal Algérie. Bonsoir à vous, bonsoir chez vous. À mardi soir prochain, même heure, même punition. Allez, bonsoir.